ce soir en tapant nos mains. Vous remercier et vous encourager, tous ensemble. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 20h pour refaire toute l'actualité sportive, tout ce qui s'est passé ce week-end sur tous les terrains en Ligue 1, que ce soit au niveau de la région également. On reviendra bien sûr, on va parler un petit peu de l'équipe de France qui va disputer deux matchs. Dont deux matchs, oui. Et il y aura également, on va parler un petit coup de la Ligue des Champions. On donnera justement les groupes de cette Ligue des Champions, l'Europa League aussi également. On reviendra sur ce qui s'est passé pour la 4e journée en Ligue 1. On parlera ensuite de la Ligue 2 avec bien évidemment le Football Club Sochaux-Montbéliard qui s'est incliné du côté du Mans 2-0. On reviendra également sur ce qui s'est passé ici, en Bourgogne-Franche-Comté. Mais un peu plus large, en National 2, on va regarder ce qu'ont fait les résultats de l'ASM Belfort et Jura Sud Foot. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. On regardera aussi ce qui s'est passé en National 3 dans le groupe Bourgogne-Franche-Comté. Il s'est passé des choses. Et puis on terminera avec du handball, car il y avait deux matchs du côté du Palais des Sports de Besançon, Gagny-Yalouz. Le SBF qui recevait les vice-championnes de France. On regardera justement ce qu'elles ont fait, quel a été leur résultat. Et puis on regardera aussi le premier match en Division 2 de Palante. C'était un moment historique, c'était ce dimanche du côté du Palais des Sports. On était présents. Bonsoir Arthur. Salut Fred. Comment ça va ? Eh ben écoute très bien et toi ? Écoute parfaitement bien, les vacances débutent donc je vais quand même pas me plaindre. Bah voilà, rentrée c'est aujourd'hui, tu vois, écoute, chacun ses problèmes. Bon ça va, ça s'est bien passé ? Bah écoute, c'est juste une réunion d'information, la deuxième année de DUT va commencer demain. On est prêt. Fin prêt, fin chaud, et ben c'est parti, on va commencer, si tu le veux bien, à parler un petit peu de cette équipe de France. On va vous donner justement quelle est la composition du groupe, et après tu nous diras ce que tu en penses justement de ce groupe de l'équipe de France. Dans les buts, Alphonse Areola, Hugo Lloris et Mike Maignan sont les trois gardiens retenus par Didier Deschamps. Du côté de la défense française, on retrouvera Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Clément Langlais, Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Kurt Zouma. Du côté des milieux de terrain, Matteo Guendouzi, tu nous diras, parce qu'il vient d'arriver justement dans ce groupe, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso. Du côté de l'attaque française, on retrouvera Wissam Ben Yedder, le nouveau monégasque, Kingsley Coman, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Jonathan Ikoné et Thomas Lemar. Allez, donne-nous un petit peu ton avis sur ce groupe. Est-ce que toi, tu aurais apporté des améliorations ou tu aurais peut-être enlevé certains joueurs ? Bah écoute, on voit déjà la détermination de Didier Deschamps à vouloir rajeunir cette équipe avec les nouveaux espoirs qui sont arrivés juste après les différentes compétitions internationales. Ça fait plaisir de voir certains joueurs faire leur apparition dans le groupe, même si on s'attendait à ce que certains autres puissent enfin l'intégrer. On pense notamment à Alexandre Lacazette qui encore et toujours boycotté par Didier Deschamps, mais on arrive quand même à déceler certains joueurs qui peuvent potentiellement faire leur arrivée définitive dans le groupe. On pense à Mike Maignan ou encore le petit Matteo Guendouzi qui va peut-être honorer sa première sélection d'ici les prochains jours. Matteo Guendouzi qui d'ailleurs vient d'intégrer la sélection suite au forfait de Paul Pogba il y a 1 heure. On aurait pu voir Aymeric Laporte revenir en bleu pour la première fois depuis, je crois, 3 ans. Mais il s'est blessé au genou lors de son dernier match avec Manchester City et a dû déclarer forfait et remplacé par Samuel Umtiti. Personnellement, j'aurais peut-être vu des nouveaux attaquants arriver, même si on a déjà Jonathan Ikoné qui fait son apparition, puisque on a encore Olivier Giroud qui reste dans l'équipe de Didier Deschamps, mais c'est peut-être le temps de créer un nouveau cycle dans cette équipe de France qui se rajeunit de plus en plus et qui peut apporter potentiellement des différents schémas tactiques qui sont loin de la zone de confort de Didier Deschamps. Oui, après, c'est vrai que pour Didier Deschamps, c'est peut-être un petit peu compliqué d'enlever Olivier Giroud, champion du monde, mais forcément, voilà. Avec l'âge, ça arrivera à un moment donné. Bah après, c'est aussi la difficulté d'être sélectionneur aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver un schéma tactique qui est facile à adapter avec des joueurs qui vont venir juste une semaine avant pour pouvoir préparer tout ça et trouver une préparation rapide et efficace. Et c'est pas toujours facile, alors que certains coachs de Ligue 1 ont du mal à le faire en une saison, par exemple. Eh bien, on verra ce que ça donne. Donc, il y aura France-Albanie et France-Andorre. Et je crois que tu vas y être, c'est ça ? Je serai à France-Albanie samedi soir au Stade de France.
Eh bien, j'espère que tu assisteras à un excellent match et que tu verras en tout cas beaucoup de buts. Ah ben j'espère. Une belle victoire de la France surtout. Eh bien, on espère en tout cas une victoire de l'équipe de France de Didier Deschamps. On suivra ça avec grand intérêt. Et si on ouvrait la page Ligue des Champions, hein, parce que les groupes ont été connus la semaine dernière, eh bien, on va vous donner justement les groupes de cette Ligue des Champions qui vont arriver pour les clubs français. Allez, on commence on enchaîne directement équipe de France, Ligue des Champions. Dans le groupe A, on retrouvera le Paris Saint-Germain, le Real de Madrid, Galatasaray et le FC Bruges. Bon, un petit mot déjà sur ce groupe avec le Paris Saint-Germain. Eh ben écoute, c'est un groupe qui va être assez compliqué dans certains matchs, mais qui reste un minimum ouvert pour l'équipe de Thomas Tuchel, qui d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure du recrutement qui est effectué. Mais ils ont toutes leurs chances dans ce groupe et on espère qu'ils iront dans les prochains huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Eh bien, on l'espère. Puis moi, je devrais être normalement peut-être assister à ces deux rencontres, hein, PSG Real de Madrid et Madrid PSG, j'espère. Enfin, on verra bien ce qui l'en retourne. Je vous en parlerai d'ici peu. Dans le groupe B, on retrouvera Tottenham, l'Étoile Rouge de Belgrade, le Bayern Munich, l'Olympiakos. Dans le groupe C, Manchester City, l'Atalanta Bergame, le Shakhtar Donetsk et Dynamo Zagreb. Dans le groupe D, on aura Lokomotiv Moscou, la Juventus, l'Atletico et le Bayer Leverkusen. Dans le groupe E, on retrouvera le champion d'Europe Liverpool, le Racing Genk. On retrouvera Naples et le Red Bull Salzbourg. Dans le groupe F, le FC Barcelone, Slavia Prague, Inter de Milan et Borussia Dortmund. Celui-là, il me paraît déjà un petit peu plus relevé. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, je pense que c'est clairement le groupe de la mort quand on voit les équipes qu'il y a sur le papier. Je pense que déjà d'entrée de jeu, on va avoir des rencontres intenses puisque le FC Barcelone, Inter de Milan puis le Borussia Dortmund, ça reste quand même des équipes d'un standing très fort et puis ça promet du spectacle. Je pense que le Slavia Prague, comme va représenter un petit peu les clichés de la République tchèque, c'est-à-dire s'en prendre plein la tête, plein les fesses. Ouais, ou peut-être qu'ils vont faire un coup aussi. Après, le Slavia Prague, c'est connu pour avoir fait quelques petites surprises ces dernières années en Ligue Europa. Par exemple, ils avaient sorti la Lazio Rome alors qu'ils étaient très mal partis lors du match aller. Donc tout est possible dans le football. C'est ça, tout est possible dans le football. Et dans le groupe G, on retrouvera le Zénith Saint-Pétersbourg, le RB, le Red Bull Leipzig, l'Olympique Lyonnais et le Benfica Lisbonne. Un petit mot sur les deux derniers groupes, après on verra le groupe de Lille. Oui, c'est un groupe assez équilibré qui peut être à la portée de Lyon. Après, il faut ne pas baisser sa garde parce que ça reste quand même des équipes qui ne sont pas ici pour rien et qui ont un excellent niveau, même si Lyon a quand même un petit avantage sur le papier par rapport à certaines équipes. Mais on ne devrait pas trop se faire de soucis et normalement, ils devraient pouvoir tenter un top 2 assez facilement. Eh bien, on l'espère en tous les cas pour cette équipe de Lyon. Et du côté de Lille, dans le groupe H, les Lillois vont retrouver le FC Valence, Chelsea et l'Ajax Amsterdam. Là aussi, ça paraît quand même compliqué, en tous les cas sur le papier. Bah oui, ça va être beaucoup plus compliqué pour Lille que pour Lyon, puisque on est quand même face à une équipe de l'Ajax qui a été demi-finaliste l'année dernière, malgré les pertes de Frenkie de Jong, Mathis de Ligt et toute la bande. Cela reste quand même une équipe qui est menaçante et qui va pouvoir montrer du beau jeu. Après, on a Chelsea qui est un petit peu en diesel désormais, mais qui reste une équipe très forte et qui va être compliquée à engager. Et Valence qui revient très bien dans la course et qui propose un jeu très intéressant en ce moment en Liga. À faire très attention, qui pourrait montrer de belles choses. Bon, ils sont habitués à la Ligue des Champions. Oui, Valence, oui, mais après, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu en roue libre malgré les bonnes performances ces dernières années au niveau du recrutement et cela commence à se renforcer de manière beaucoup plus qualitative sur ce mercato et ça fait plaisir de les revoir sur le devant de la scène. Eh bien, c'était le dernier groupe en ce qui concerne les Lillois, les Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Donc, ça promet des beaux matchs pour cette Ligue des Champions. On vous a donné tous les groupes. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à l'Europa League. On va regarder les différents groupes. Dans le groupe A, on retrouvera l'Apoel Nicosie, le club luxembourgeois de Dudelange. On aura également Karabag et Séville. Dans le groupe B, on aura Copenhague, Dynamo Kiev, Lugano et Malmö. Donc ça, c'est la Suède.
pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a LASK, ça c'est l'Autriche, le PSV Eindhoven, Rosenborg et puis le Sporting Lisbonne. On retrouvera un certain Jérémy Mathieu. On retrouvera les Roumains de Cluj, le Celtic. Je crois que tu aimes bien le Celtic. Hein. Ah bah ça, je les déteste. Moi, je suis pour les Rangers. Ah oui, c'est les Rangers, c'est vrai. Oh, excuse-moi, oh purée, qu'est-ce que j'ai pas dit déjà qu'ils ont gagné 2-0 le Old Firm ce week-end, tu me renfonces un petit peu plus le couteau dans la plaie. Excuse-moi, c'était vrai, c'est les Rangers, je m'en rappelle. La Lazio. Et ce sera le groupe de Rennes, donc forcément, ce sera les Rennais, quoi. Allez, faisons les chevins. On va regarder ce qui se passe dans le groupe F. Dans le groupe F, il y aura Arsenal, l'Eintracht Francfort, justement, on va en parler tout à l'heure, qui a éliminé nos pauvres Strasbourgeois, et également le Standard de Liège et le Vitória Guimarães, ça c'est un club portugais. Et dans le groupe G, il y aura le Feyenoord, Porto, justement, les Glasgow Rangers et les Young Boys de Berne. Bah alors, direction Berne ? Direction Berne, je pense. On va essayer d'organiser ça et puis voir, pour la première fois de ma vie, peut-être un match de Glasgow. Bon, ce sera pas l'Ibrox, mais le cœur y sera. Ah, ça pourrait être sympa, Young Boys. C'est vrai que c'est pas très loin en plus. Ça pourrait être sympa. On se programme ça, Fred ? Bah écoute, ça pourrait être sympa. Si mes horaires se coordonnent bien, on regardera quelle date c'est. Ouais, ça peut le faire. Ensuite, dans le groupe H, on aura le CSKA Moscou, l'Espagnol Barcelone, Ferencváros, ça c'est la Hongrie, Ludogorets, si je ne me trompe pas. Bulgarie, pardon, bah, tu vois, je me suis trompé. Et ensuite, dans le groupe I, on retrouvera Ghent, on retrouvera... ouais, ils les ont mis en Alexandria. Allez, vas-y. Les Ukrainiens. C'est ça. Et Saint-Étienne et Wolfsburg. Dans le groupe J, on va retrouver... alors, je ne sais plus si c'est Monken ou Monchen. À chaque fois, j'ai le doute. Allez, je vais dire Monken. München. Ah bah purée, à chaque fois je me trompe. Décidément, je vais pas y arriver avec les Allemands là. Je crois que sur les réseaux sociaux, vous devriez je vais dire créer un hashtag Fred apprend à parler allemand parce que ouais, en plus, j'ai fait de semaine en semaine, on commence à se poser des questions sur ses prononciations. Non, là, Mönchengladbach, j'ai vraiment du mal. Istanbul, la Roma et puis Wolfsburg. On retrouvera ensuite dans le groupe K le Beşiktaş, le Bratislava, Braga et Wolverhampton. Et dans le groupe L, l'AZ Alkmaar, mauvais souvenir pour Sochaux, Astana, Manchester United et on retrouvera le Partizan Belgrade. Bah, ça promet en tout cas une belle Europa League car il y a des groupes quand même assez sympas avec des équipes d'un niveau assez relevé. Exactement, même si ce n'est que la deuxième compétition européenne, on voit quand même des équipes que l'on aurait pu voir plus haut dans les standings européens, mais qui sont quand même à créer des groupes qui sont très relevés. On pourrait très bien se poser la question de savoir s'ils ne pourraient être pas en Ligue des Champions même. Après, le vainqueur sera évidemment qualifié pour la Ligue des Champions, mais ce n'est pas la question que l'on se pose pour le moment. C'est un petit peu tôt pour le moment de se poser cette question. Et je pense que les clubs ne se la posent pas. Déjà, il faut la jouer et bien la jouer. Et j'espère qu'en tous les cas, les clubs français la joueront de façon efficace. Et en tous les cas, que ça rapportera aussi des points UEFA car c'est quand même assez important. On va maintenant on va continuer à parler un petit peu d'Europa League. Avec justement ce qui s'est passé. On en parlait justement avec l'Eintracht Francfort. Mais avant ça, je voudrais vous passer quand même quelques sons, notamment quelques réactions justement concernant cette Ligue des Champions. On va revenir un petit coup en arrière avec la réaction justement. Alors, je ne sais pas si tu l'as entendu, Arthur, la réaction de Cantona. Et si, je l'ai entendu. Allez, on l'écoute, puis tu me diras après ce que tu en penses. C'était assez costaud. Ce que les mouches sont pour des enfants espiègles, nous le sommes pour les dieux. Ils nous tuent pour leur plaisir. Bientôt, la science ne sera pas seulement capable de ralentir le vieillissement des cellules, elle va aussi les réparer et ainsi nous rendre éternels. Seuls les accidents, les crimes, les guerres continueraient à nous tuer. Mais malheureusement, les crimes et les guerres vont se multiplier. J'aime le football.
Bon, t'as tout compris, tu vas pouvoir tout m'expliquer parce que moi, j'ai pas compris grand-chose. Alors écoute, je te fais quoi? Introduction, thèse, antithèse, synthèse? Ouais, si tu veux, tu peux tout faire là. Si t'arrives à me faire à me faire 5 pages Eh bah, sur ce qu'il a dit. écoute, je vais repasser mon bac de français. Non, tout simplement, j'ai rien compris du tout. On a l'impression déjà quand tu vois Cantona arriver. Si, moi j'ai sur la compris, scène- j'aime le football, ça va. Oui, ça c'est à la portée de n'importe qui. Voilà. Quand j'ai vu Cantona arriver sur la scène en Jackie de camping, au milieu de tous les mecs en costard cravate, Avec une belle barbe. ouh là là, il était, on se demandait déjà, c'est une question sur son hygiène de vie, puis ensuite sur sa manière d'aborder un tel événement, puis est-ce que il serait pas venu bourré à la séance parce que tout simplement on n'a rien compris de ce qu'il disait, sa démarche était bizarre, tout est laissé à penser qu'il n'était pas dans son état normal. Bah écoute, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qu'il a dit, moi j'ai toujours pas compris. Mais moi, alors après, si vous avez compris ce qu'a voulu dire justement Eric Cantona, bon, sur les guerres, les choses comme ça, bon, ça, je pense, voilà, on a un petit peu compris, mais après, on vous voyait pas voilà, moi je voyais pas trop le rapport avec le football. Peut-être qu'il y en a un. Hein. Après, si vous avez compris, ben, vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51 pour justement nous expliquer. On va regarder ce qu'ont dit justement les différents présidents des 3 clubs français engagés dans cette Ligue des Champions. On va écouter dans l'ordre le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. On va écouter Jean-Michel Aulas et puis Gérard Lopez pour les Lillois. Oui, vous savez, nous, toujours, on n'a pas facile terrain de sort. Mais si la Ligue des Champions, toujours, on dit la même chose. Si on va aller plus loin, on va qualifier. On a besoin vraiment prêt pour cette Ligue des Champions, cette tournoi prestige. Je pense qu'on va faire tous pour préparer pour tout le match. Alors un petit mot quand même sur le gros de ce groupe, le Real Madrid, forcément que vous connaissez bien, que vous avez déjà affronté beaucoup de fois avec plus ou moins de réussite d'ailleurs en Champions League. Zinedine Zidane en face, Karim Benzema, ça fait rêver d'aller à Bernabéu encore. Real Madrid, c'est un grand club, toujours. On a beaucoup de respect pour Real Madrid. On a joué beaucoup de fois avec eux, spécialement aujourd'hui aussi. Elle a fait beaucoup de recrutement. Mais on est aussi quand même Paris Saint-Germain. On a besoin de préparer bien pour ce match. On va voir quand on veut jouer. Bien sûr, c'est Real Madrid. Il a gagné la dernière 53 fois la Ligue des Champions. Mais c'est une bonne préparation aussi pour nous. Les ambitions du PSG cette saison dans Ligue des Champions, l'objectif c'est toujours de la remporter? Bien sûr, c'est l'objectif, c'est on va essayer d'aller le plus loin. Maintenant, on va concentrer match par match jusqu'à la fin de la group stage. Oui. Alors non, c'était le téléphone qui sonne en même temps. On va écouter tout de suite la réaction du président lyonnais Jean-Michel Aulas. J'ai coutume de dire que c'est la 23e fois de suite que je viens au tirage, donc c'est un grand privilège, qu'il faut quelquefois se méfier, car les tirages qui apparaissent plus aisés deviennent quelquefois complexes, et puis quelquefois c'est l'inverse. Mais ceci étant, c'est vrai que compte tenu des chapeaux, et nous étions dans le 3e chapeau, c'est un tirage qui apparaît tout à fait abordable. Maintenant, c'est sur le terrain que ça se joue. C'est jamais complètement terminé, mais ceci étant, a priori, on a fait quand même l'essentiel. Il nous reste une réflexion sur un poste éventuellement qu'on est en train de définir. Mais le plus gros de ce qui devait être fait a bien entendu été fait et plutôt bien fait parce qu'on a eu la chance de pouvoir recruter les joueurs que le coach souhaitait. Et maintenant, on va écouter la réaction de Gérard Lopez pour les Lillois qui tombent dans un groupe, comme on l'a dit tout à l'heure avec Arthur, pas évident. Je suis très content du tirage. C'est compliqué de ne pas être content dans un tirage du Champions League parce qu'à la limite vous avez que des bonnes équipes que vous avez rencontrées. Non, c'est bien. C'est le championnat anglais, le championnat espagnol, donc hollandais, ce qui pour nous est pas mal aussi en termes de voisinage et pas trop loin. En plus avec l'Ajax qui a fait vraiment une très belle Champions League l'année passée. Donc c'est des vrais tests, des vraies belles confrontations et très très content. L'objectif, ça commence déjà par le fond de jeu toujours. Donc j'aimerais qu'on soit focalisé sur nous-mêmes, qu'on soit capable de déployer notre jeu, qu'on soit capable de simplement, jouer sur nos forces. Et puis on verra. Moi, je suis sûr que si on fait ça, il y aura quelque chose à la clé. Mais on verra quoi. On ne s'est pas fixé l'objectif. Et bien, on l'espère en tout cas pour cette équipe de Lille.
terminé pour la Ligue des Champions. On va revoir un petit peu le résumé de Francfort-Strasbourg, avec Strasbourg qui n'a rien pu faire et qui a été sorti de cette Europa League. Au contraire des Allemands, un match où il fallait sans doute de l'expérience. Et puis justement, on en reparle juste après, mais on écoute déjà le résumé de Francfort-Strasbourg. Strasbourg s'est donné le droit d'y croire après son succès 1-0 jeudi dernier à la Méno. Éliminer Francfort dans une Commerzbank Arena surchauffée serait un exploit pour le Racing. Oui, mais c'est surtout ce qui se passe dans l'axe qui est important. Ils sont nombreux les joueurs de Strasbourg. Vite, trop vite, il part contre son camp. Terrible coup du sort pour le Racing. Restez encore solide. Oh, l'arrêt de Matsens sur la tête de Placencia. Il est exceptionnel. Il est le gardien belge. L'ancien capitaine de la sélection du Japon. Il s'est pas arrêté. Allez, Oui, il s'est pas arrêté, Rebic. Ou au moins un carton jaune. Ça y est, c'est rouge. Carton rouge. Et à vitesse réelle, ça semble tout à fait logique. Rebic qui va voir l'arbitre assistant, qui a fait un petit signe à son arbitre central pour confirmer. Martin qui va y retrouver Dimitri Liénard. Allez, mettez un but. C'est loin. Allez, la tête de la mine connaît. Si Strasbourg pouvait mettre le pied sur le ballon et déployer son jeu. Attention, Dimitri. Dimitri. Et voilà, il est content. Et voilà. Touré aussi. Philippe Kostic. Il n'y a plus à l'air. Il n'y a plus Jovic. Mais il reste Kostic. Jusqu'au bout, bien joué, Kevin. C'est un ballon un peu trop loin, c'est pas terminé. Allez, dans l'axe. Là. Ah ouais, bien joué. Encore une possibilité, non. La dernière touche de Zoé, Franck. Toujours à une touche. Là, c'est bien joué. Attention derrière. Ça sautait. Da Costa. Strasbourg met les deux genoux à terre. C'est terminé. L'Eintracht Francfort a fait parler son talent, son expérience. L'aventure européenne est malheureusement terminée pour le Racing Club de Strasbourg. Après 6 matchs joués, le Racing va replonger une fois pour toutes dans son quotidien, celui de la Ligue 1 avec la réception dans 3 jours de Monaco. Oui, c'est terminé pour les Strasbourgeois. Sans doute l'expérience de ce genre d'événement. Quel est ton avis, Arthur, justement ? Oui, c'est peut-être l'expérience qui a joué. Après, on a vu une équipe de Strasbourg qui a eu beaucoup de mal dans tous les duels ce soir-là, et puis beaucoup d'erreurs défensives, notamment sur le but contre son camp de Mitrovic, par exemple. On aurait pu voir une même prestation qu'à l'aller, mais c'était un Strasbourg complètement différent, amorphe, qui était là. Je pense que c'était aussi à cause du manque de forme en Ligue 1 qui a fait que cette équipe s'est retrouvée un petit peu désarmée et en manque de morale en arrivant à Francfort, mais il y a aussi l'expérience qui joue évidemment, parce que Francfort, on le rappelle, a fait quand même demi-finale de la dernière édition d'Europa League. Éliminé par Chelsea, oui, puis il y a aussi ce fait de jeu aussi, on voit Dimitri Liénard qui se relève et qui met une petite claque, de toute façon ça en Coupe d'Europe, c'est carton rouge direct. C'est ça aussi, ce petit manque d'expérience. Et oui, puis aussi ça se joue un peu au mental, du coup, quand tu vois que ton équipe est menée à cause d'un but contre son camp et que tu n'arrives pas à te relever, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Après, il aurait pu avoir l'avantage avec l'aide du carton rouge adjugé à Rebic, mais après, l'erreur de Dimitri Liénard a fait que ça n'a fait qu'augmenter le désastre strasbourgeois ce soir-là. Bon, après, le coup franc de Kostic est magnifique, faut aussi le souligner. Unanime. C'est ça. Eh bien, on va refermer cette page Coupe d'Europe et puis on va ouvrir la page Ligue 1 avec tout ce qui s'est passé ce week-end. Générique.
C'est parti justement pour la Ligue 1 et on va s'intéresser à ce qui s'est passé ce week-end. Si je retrouve ma page Ligue 1 qui a disparu, mais elle va revenir, c'est ça, c'est les ordis. Quand ça part, ça revient et ça revient justement. On ouvre cette quatrième journée en Ligue 1 avec le premier match qui avait lieu donc ce vendredi 30 août. C'était l'ouverture de cette quatrième journée avec le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Metz. Victoire des Parisiens 2-0 avec bien sûr beaucoup d'absents, Cavani, Mbappé. Et c'est Di Maria qui marque à la 11e minute de jeu sur penalty. Et ensuite, Choupo-Moting, 43e minute de jeu. L'homme en forme du côté du Paris Saint-Germain qui est en manque d'attaquants. Et c'est lui qui est là en tout cas pour pallier un petit peu tout ça. On va écouter la réaction de Delaine, le Messin, qui lui forcément a des regrets car ils prennent des buts sur les 2 coups de pied arrêtés qu'ont les Parisiens. Et Thomas Tourel, on va l'entendre, il juge que ce n'est pas forcément des matchs faciles en ce moment, dans des conditions difficiles. Mais ces conditions difficiles pour lui, eh bien, vous allez voir, c'est surtout le mercato. Les regrets qu'on peut avoir, c'est d'avoir pris 2 buts sur phase arrêtée. Je pense que déjà, c'est assez compliqué de ne pas prendre 2 buts dans le jeu contre Paris. Et sur 2 phases arrêtées où on doit avoir beaucoup plus de concentration et de détermination, se faire avoir, c'est dommage. Il y a quand même, je sais pas, une façon positive de voir le match avec la deuxième mi-temps que vous réalisez quand il y a des moments où vous réussissez à imposer votre jeu. Alors c'était un Paris Saint-Germain certes diminué. Ouais, déjà au niveau de jeu et de l'engagement, il y a eu une réaction par rapport à ce qu'on a produit à Angers la semaine dernière. Après, on a un groupe jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience et je pense vraiment que ce match va nous servir pour la suite. Si on garde les mêmes ingrédients, je pense qu'il y aura d'autres matchs où les adversaires seront un peu moins forts que le PSG et on pourra prendre des points. Oui, jamais tranquille, mais sérieux. Et c'était pas facile de rester concentré. Il y a beaucoup de choses pour avoir déconcentré. C'est beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Les transferts, c'est ça, le mercato. Oui, mercato, une situation avec les blessés et comme ça. C'est jamais facile, mais l'équipe a trouvé un niveau pour gagner et un niveau pour jouer sérieux. C'était pas notre meilleur match, mais c'était toujours organisé et toujours compact et serré. Oui, et pour ça, on a gagné mérité. C'est jamais facile, mais c'était bien dans cette situation. Alors, un petit mot sur Thomas Delaine, parce qu'il a quand même eu, le Messin, il a quand même eu un parcours. Après, je ne sais pas si tu le connais, Arthur. Moi, j'en avais déjà entendu parler. Donc, il a été formé donc au RC Lens. Ensuite, il avait signé 2 ans pro quand Antoine Sibierski était là-bas. Et quand Camboré est arrivé, en fait, il ne l'a pas fait jouer. Et à un moment donné, en 2015, il a décidé de changer de club, de se relancer du côté d'Arras. Et puis finalement, ensuite, il a réfléchi à arrêter sa carrière. Et comme il avait un diplôme de jardinier, en fait, il a obtenu un CDI du côté d'Arras en 2017. Et ensuite, il a signé un contrat pro au Paris FC. Et de là, tout a découlé. Et ensuite, il est parti du côté de Metz. Tu étais au courant de ça ? Oui, j'étais au courant, puisqu'il a un petit peu fait un parcours semblable à celui de Riyad Mahrez, pas au même niveau de jeu, mais dans l'idée de s'être relancé une carrière professionnelle à côté du football. Thomas Delaine, je l'avais vu l'année dernière à Bonal quand il jouait avec Metz. C'était très intéressant à voir, les joueurs percutants, techniques et qui faisaient beaucoup de bien sur le terrain. Et ça se voit encore sur les rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison. Après, même si il a eu beaucoup de mal face à une équipe du Paris Saint-Germain qui est dominateur et d'un niveau au-delà de celui de Metz, c'est sûr que dans ce genre de rencontre, c'est là que tu te rends compte du fossé qu'il y a entre ton équipe et celle d'un des cadors d'Europe. Et oui, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on a vu justement un Paris Saint-Germain qui n'avait pas envie de perdre justement cette rencontre, puis une équipe de Metz qui a fait ce qu'elle a pu. Ah bah oui, écoute, moi ce que j'ai trouvé plus intéressant dans le match, en fait, c'était les banderoles encore une fois face à la Ligue, avec les paroles d'Angèle Balance ton coq qui ont été mélangées, et la LFP a encore pris ça pour des trucs homophobes. Je pense que ça va être le concours de la plus belle banderole cette année en Ligue 1, avec tout ce que dit
ces interruptions de match par les arbitres et les délégués de la Ligue. Oui, ça va être un petit peu compliqué cette saison, mais après, tout est... c'est l'arbitre qui décide Non, je t'interromps, ce n'est pas l'arbitre, c'est les délégués, par l'intermédiaire de l'arbitre, qui décident. Oui, voilà, mais je veux dire, le dernier mot, c'est quand même... Voilà, ça reste quand même l'arbitre qui valide, lui, ou pas. Voilà. Même si les délégués sont sur le terrain, c'est l'arbitre qui fait jouer comme à Bonal lors de Sochaux-Nancy. Bon, on a entendu des choses qui ressemblaient à la même chose qu'il y a eu, peut-être pas à Nancy, mais... On entend dans d'autres stades et l'arbitre a continué de jouer, il ne sait rien, voilà, on en est resté là, quoi. Après, ça dépend aussi de tout ça, ça dépend des gens qui sont sur place et comment ils interprètent la chose, mais c'est vrai que tout ça va être bien compliqué à gérer pour les futurs matchs et aussi que ce soit pour les arbitres ou pour les délégués. Un petit mot sur Leonardo, vous allez justement l'écouter. Vous allez écouter, on en parle après. C'est vrai qu'il va sans doute... il parle d'une année de transition pour le Paris Saint-Germain et remettre un peu d'ordre dans la maison. Et ça commence déjà par Neymar. En vérité, comme vous savez, peut-être on va avoir le temps de parler un peu après le mercato. Il y a beaucoup de conditions, beaucoup de palais. La situation, elle est large, dans le sens que il existe, comme vous savez maintenant, un côté financier, un côté structurel de mercato qui n'est pas facile. Pas facile pour tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche d'organiser qu'est-ce qu'on a. Je pense que ça sera une saison difficile. Je pense que ça sera difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit voir. On dit que peut-être ce n'est pas la situation idéale. On n'en a pas. Il y a des choses à régler, oui. On a des situations on doit de voir comment on va vivre avec, oui. On a des situations des joueurs en fin de contrat, oui. On a beaucoup de choses ensemble. On a de savoir que c'est comme ça. Ce ne sera pas la saison bling-bling, oui, on y va gagner la Champions League. Non, ça ne sera pas comme ça. On va chercher de réorganiser, de revoir des choses, de reparler, Les ambitions sont à la baisse, ça veut dire, Leonardo ? Non, c'est pas qu'ambition à la baisse, parce que Paris Saint-Germain, c'est obligé. Aujourd'hui, c'est obligé. Je dis seulement qu'on a des choses à régler. Oui, c'était justement Leonardo qui revenait un petit peu sur, pas directement l'affaire Neymar, parce que j'ai vu des articles aujourd'hui, Neymar, prison, Paris Saint-Germain. Voilà. C'était prison Saint-Germain, il ne faut quand même pas exagérer, hein. Bon, je pense quand même qu'il émarge avec un salaire quand même assez monstrueux. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut éviter d'écrire. Moi, ça m'a mis un petit peu hors de moi quand je vois ça. Après, il faut respecter l'institution. L'institution s'appelle Paris Saint-Germain, et puis comme n'importe quel club, c'est pas le joueur qui décide, c'est le Paris Saint-Germain, et ils ont dit non. Tout simplement, oui, puisque derrière, il y a un intérêt financier, un intérêt sportif. Neymar, ça reste quand même un élément clé du Paris Saint-Germain, malgré tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut entendre, et puis ses récentes blessures. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'un Paris Saint-Germain sans Neymar actuellement, même s'il y a Mbappé et Cavani, ça enlève quand même un sacré avantage offensif sur le terrain. Après, Neymar a, comme n'importe quel joueur... un respect de son club à avoir, et Leonardo a fait comprendre qu'il y avait des choses à respecter. Après, Leonardo a fait une sortie qui, je trouve, était excellente, puisqu'il a pu remettre les idées de chacun en place, et surtout informer avec un minimum de transparence. Puis surtout quand on voit tout ce qu'il est en train de produire depuis son retour à Paris, c'est une gestion qui pour le moment est très intéressante, avec beaucoup de potentiel. Il est en train de restructurer ce club, et c'est important, et je pense qu'il en avait besoin, puis aussi de dire maintenant stop, hein, le Paris Saint-Germain reste le Paris Saint-Germain, il faut pas non plus se moquer trop du club parisien. On va maintenant s'intéresser aux rencontres qui avaient lieu ce samedi. À 17h30, il y avait un match avancé avec l'Olympique lyonnais qui recevait Bordeaux. C'est Lyon qui ouvre la marque par Memphis Depay à la 31e minute de jeu, avant que Jimmy Briand, 67e minute, n'offre l'égalisation, je vais y arriver, aux Bordelais. Bordeaux qui a poussé en fin de match et qui aurait presque pu repartir avec les 3 points. Mais en face, on sait que c'est une équipe lyonnaise qui est taillée aussi pour la Ligue des Champions. On va écouter la réaction du gardien Anthony Lopez qui a enfin été prolongé. Il parle simplement de constance et puis de régularité. Et Laurent Koscielny qui lui dit simplement l'OL, tout ce qu'on disait, est une grosse équipe. C'est une équipe taillée justement pour cette Ligue des Champions. Pour être
très dur. Après, c'est nous qui le laissons filer. Voilà, ça fait 2 matchs consécutifs où on finit le match à 10. Moi, je pense que c'est clairement pas normal. Voilà, il faut savoir avoir un peu plus de maturité et maîtriser nos rencontres. Est-ce que l'embellie du début de saison, tout le monde s'enflammait énormément? Non, après, il faut pas mettre la faute sur ça. Non, il n'y a pas eu d'inflammation, rien du tout. On parle beaucoup entre nous, le coach nous parle beaucoup aussi de ça. Non, c'est assez grand pour aussi prendre nos responsabilités et quand tout va bien, ne pas s'enflammer. Je pense qu'avant le match, on aurait signé pour un point. Après, au vu de la physionomie du match et du carton rouge, c'est vrai qu'on aurait pu prendre les 3 points. Après, surtout dans la dernière passe, le dernier geste, on a eu un peu de déchets. Mais après, dans le jeu, on a essayé de produire ce qu'on a fait pendant la semaine. On a essayé de respecter les consignes du coach, voilà, essayer de repartir de derrière, même si on prend des risques. Mais voilà, il faut avoir du courage pour ressortir la balle. C'est ce qu'il veut, donc voilà, je pense que ce soir, on a bien fait les choses. Ça a été dur physiquement, parce qu'avec la chaleur, Lyon, ça reste une belle équipe qui est programmée pour jouer la Ligue des Champions et le titre. Donc pour nous, c'est positif. Maintenant, on va rester quand même les pieds sur terre. C'est un bon point. Mais voilà, il faut continuer à travailler. Il y a toujours quelques réglages à faire dans notre jeu. Mais c'est bien parce que l'équipe est réceptive et travailleuse. Et ça, c'est bien pour la suite. C'est bien pour la suite. C'est vrai qu'on voit une équipe de Bordeaux qui commence à avoir de la gueule, si on peut dire. Ah bah oui, exactement, surtout en défense, parce que la paire Koscielny-Mexer est très intéressante et prometteuse. Je pense que Bordeaux, après toutes ces années creuses, va essayer de se relancer de son côté, et puis ça se voit déjà par le recrutement, puisque les joueurs libres qui sont arrivés, et puis ensuite l'apport financier fut intéressant. Rien qu'en défense, Enoch Kweiteng, Mexer et puis Koscielny qui arrivent, 3 joueurs qui sont des joueurs de confiance, soit de Ligue 1, soit de Première Ligue. C'est déjà très intéressant. Après, en attaque, il y a encore un petit peu de travail à faire sur les transitions offensives et puis la relance sur les ailes. Mais on peut déjà voir que Paulo Sousa fait du bon travail de ce côté-là et on espère que tout sera opérationnel rapidement et dans les semaines à venir. Eh bien, on va suivre ça avec un grand intérêt. On va maintenant s'intéresser aux rencontres qui avaient lieu à partir de 20h avec Nantes qui recevait Montpellier. Nantes va marquer en fin de match, mais ça suffit. 1-0, un but de Touré à la 84e minute de jeu. On va écouter tout de suite les réactions de cette rencontre avec Alban Lafont qui vient d'arriver dans cette équipe. On savait qu'on pouvait remporter cette rencontre. Michel Derzakarian, lui, il parle plus de manque de justesse, notamment du côté des attaques montpelliéraines. Ouais, il fait beaucoup de bien juste avant la trêve. C'est très bien pour nous. Il y avait une très belle équipe de Montpellier en face, très bien organisée, mais voilà, on n'a pas lâché jusqu'au bout et on savait qu'on pouvait le gagner, donc c'est très bien de l'avoir fait. On a senti. Moi, je trouve qu'on a eu un très bon comportement. Voilà, on était bien en bloc. On a fait ce que nous demande le coach, bien s'organiser, des attaques placées. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, c'est que le fruit de notre travail, j'ai envie de dire. On se demande quelles sont les ambitions nantaises cette saison. Dans ce que vous avez vu là, vous pensez quoi justement de ces ambitions-là ? Franchement, on n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà, on va regarder tranquillement nos matchs, bien se préparer pour le prochain et on verra par la suite. Gagner un maximum de matchs, c'est ce qu'on veut faire en tout cas. À titre personnel, on avait un petit peu parlé de vous dans l'avant-match, c'était vos débuts, on sentait que vous preniez tranquillement vos aises. Comment vous avez jugé votre performance ? On a la sensation, voilà, c'est peut-être le début finalement de votre aventure nantaise. Non, c'est pas le début, voilà. Il y a eu des matchs avant. C'est vrai qu'il y avait des choses à corriger, mais voilà, je suis là pour ça, pour travailler. Et c'est ce que je vais essayer de faire tout au long de la saison, me perfectionner et être le plus performant possible à chaque match. Non, surtout à deuxième mi-temps avec trop de pertes de balles, de fautes techniques, de manque de justesse dans notre jeu pour être plus performant. Dans la tenue du ballon derrière, ça allait. Dans la sortie, c'était assez correct, mais dans la phase offensive, on n'a pas mis assez de justesse et de niaque pour gagner les duels, pour faire la bonne passe, pour éliminer son adversaire. C'est ça qui nous a fait défaut
par rapport aux Nantais où eux ils ont été capables de nous éliminer, de pouvoir frapper, de se mettre en position de frappe. Nous on n'a pas eu beaucoup. Il y en a une qui est contrée, il y en a une tête en deuxième mi-temps sur la tête sur un coup de pied arrêté de Vito. Et après on a eu des situations pour mettre des bons centres, pour mettre la bonne passe et on a manqué de justesse. On a manqué de justesse, comme le dit Michel Derzakarian. Alors Arthur, il suit le mercato en direct, car vous savez que c'est la dernière journée aujourd'hui. Ce soir à minuit, c'est terminé. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas trop. Ça serait bien que les transferts s'arrêtent comme les Anglais le jour où le championnat commence. Je trouve que ça serait quand même... D'ailleurs, il y a un entraîneur, je ne sais plus lequel, qui en a parlé. Peut-être que c'est dans les prochains matchs, je ne me souviens plus. Après moi je trouve que je suis du même avis que toi Fred, parce que d'un côté cela permet à chaque équipe dès qu'ils reprennent le championnat d'avoir une équipe qui seront sûrs de garder jusqu'au mois le mercato hivernal sans te poser de questions, et ça te forcera à devoir préparer un mercato beaucoup plus rapide et beaucoup plus compact. C'est ça. Donc pour le moment, c'est pas encore le cas. On verra si l'année prochaine, les institutions vont changer tout ça. En tous les cas, il reste encore une journée aujourd'hui. Donc Arthur nous tiendra au courant dès qu'on passe les matchs. Si dans les clubs qu'on a cités, il y a des arrivées ou des départs. On va voir tout ça. On file du côté du Stadium de Toulouse, avec Toulouse qui recevait Amiens, et victoire des Toulousains d'Alain Casanova, un but de Makengo au 50e et un superbe but de Koulouris à la 59e minute de jeu. Ont eu raison des hommes de Lucas Elsner. Et on va écouter justement les réactions lors de cette rencontre avec le milieu de terrain de cette équipe de Toulouse, Mathieu Dosevi. Lui, il dit on a pris le bon wagon. Et Lucas Elsner, lui, il est un petit peu plus frustré et il regrette un petit peu ce qui s'est passé dans cette partie. On va écouter tout de suite les réactions. Transformé peut-être pas, mais on a eu un petit problème, je pense, tactique première mi-temps. Leur défense à 5... avec, comme je l'ai dit à la mi-temps, avec leurs deux milieux qui redescendaient assez bas, au final ils ressortaient assez facilement et on était trop bas pour pouvoir les inquiéter. On a rectifié ça à la mi-temps en allant chercher directement leurs centraux et forcément c'était un peu plus compliqué pour eux et on arrivait à récupérer quelques ballons pour plus haut forcément et se projeter plus rapidement. Et puis après, JV aussi nous libère bien quand même parce que c'était un match assez fermé, donc je pense que ce match allait se déverrouiller sur une action individuelle et voilà, c'est ce qui s'est passé, donc ça a fait du bien à tout le monde. Le TFC est parti là, ça y est, cette saison c'était un petit peu timide le début de saison, cette victoire vous met sur de bons rails. J'ai envie de dire, il faut attendre la suite quoi. On est un peu, on pensait l'avoir fait après le match de Dijon, après voilà, on va au parc et on prend une bonne claque. Là on revient là, c'était important en tout cas de gagner nos matchs à domicile, c'est ce qu'on fait. On n'encaisse pas, on fait 2 victoires. C'est bien, on a pris le bon wagon. Faut qu'on continue, ça nous donne de la confiance pour la suite. Frustré de la même manière qu'on a été frustré la semaine dernière et frustré à Nice parce qu'on finit pas ce qu'on prépare, parce qu'on transforme pas notre domination en quelque chose de concret. Je suis certain que si aujourd'hui on arrivait à passer au score, le match serait pas du tout pareil, parce qu'on aurait besoin de cette confiance-là, mais à nous de réaliser les choses. On prépare bien, on amène le ballon dans de bonnes zones, dans des bonnes situations, et puis on termine pas. Alors est-ce qu'il y a une notion de qualité de la dernière passe? Est-ce qu'il y a une notion d'avoir beaucoup plus faim devant les cages, devant les buts? Parce que je n'ai pas ressenti cette immense volonté de marquer. Il n'a pas ressenti ça, Lucas Elsner. Oui, finalement, cette équipe d'Amiens n'a marqué aucun but. On va s'intéresser à un club qui est proche de chez nous, c'est le Dijon FCO qui se déplaçait du côté d'Angers. Ça commence mal avec ce but pris contre leur camp par Moussinga à la 50e minute de jeu. Et finalement, c'est El Melali, 71e minute de jeu, qui crucifie justement cette équipe de Dijon, qui n'y arrive pas en ce début de saison. C'est très compliqué pour les hommes de Stéphane Jobard. On va écouter Stéphane Moulin, qui lui dit on a 9 points en 4 matchs. Voilà, c'est le meilleur total depuis qu'on est en Ligue 1. Et Romain Amalfitano, lui, par contre, il est très, très, très en colère. Vous allez voir son coup de gueule à la fin de cette rencontre. Et Stéphane Jobard aussi, il dit j'ai la confiance de mes dirigeants, ils sont derrière moi. Oui, mais il y a des fois, on sait. Voilà. Il sait ce que ça veut dire aussi également, Stéphane Jobard. Et justement, on va les écouter tous les deux. Et justement, on en reparlera avec Arthur juste après.
Non, on n'avait jamais réussi ça en Ligue 1, 2 victoires de suite chez nous. Donc on est évidemment très heureux. Le match était effectivement de moins bonne qualité que la semaine dernière, mais on avait mis la barre haute. Et donc on a fait le match qu'il fallait pour le gagner. C'est pas une victoire à l'arracher parce que je considère que le résultat est logique, mais il faut aussi prendre en compte la manière dont on a marqué les buts. On a eu de la réussite, mais on a su aussi à un moment donné les pousser à la faute. Ça aurait pu arriver déjà en première période. On n'a pas su concrétiser, mais on a été patient et je trouvais que l'équipe est restée équilibrée et elle a essayé d'entreprendre. Par contre, on a été nettement moins performant dans les transitions défense-attaque. Il y a des coups qu'on aurait dû mieux jouer. Voilà, mais je ne peux que féliciter l'équipe ce soir. On a 9 points en 4 matchs. C'est la première fois que ça nous arrive depuis que nous sommes remontés en Ligue 1. Donc il faut d'abord féliciter tout le groupe qui a super bien travaillé pendant la préparation. On a eu un accro à Lyon. Ils sont plus forts que nous, on le sait, mais comme quoi le foot est bizarre. 2 matchs plus tard, on est repassé devant. C'est pour ça qu'il faut garder la mesure quand ça va pas et puis rester mesuré quand ça va bien. C'est encore des erreurs. De toute façon, tant qu'on fera des erreurs de con comme ça, on n'y arrivera pas. On se met dedans tout seul. Là, c'est même pas une très bonne équipe d'Angers, c'est juste que nous on fait les comptes. On fait un début de saison catastrophique, on va pas se mentir, on n'a pas pris un point. Maintenant, comme je dis, c'est répétitif, c'est chiant parce qu'on se répète tout le temps, on est tout le temps en train de dire les mêmes choses. On fait des erreurs qui sont de débutants. Voilà, donc tant qu'on fera ça, on n'y arrivera pas à terminer. Écoutez, pour l'instant, j'ai la confiance de mon président, mais effectivement, je me leurre pas non plus. Je sais que la culture des résultats prévaut dans ce championnat, mais aujourd'hui, écoutez, j'ai l'impression que j'ai une grosse synergie du club derrière moi. Donc j'ai envie de surfer dessus pour remettre tout le monde dans le droit chemin. Bon, Arthur, alors, Dijon, c'est toujours pareil, compliqué. 4 matchs, 4 défaites, si je ne me trompe pas. Exactement, toujours pas un seul point de prix pour Dijon. Après, il faut se dire que les renforts offensifs qui sont arrivés cette semaine, à savoir Mathéus Pereira, comment il s'appelle, Stéphie Mavididi, qui sont arrivés en prêt avec option d'achat en provenance de la Juve, et John Derkadis qui est arrivé dimanche du côté du Benfica avec une option d'achat aussi, n'ont pas été présents sur la feuille de match, donc ils ont dû jouer avec une attaque encore bricolée, et peut-être que ces recrutements de dernière minute ont peut-être changé la donne pour Dijon, on l'espère, mais pour le moment c'est assez compliqué, puisque que ce soit dans tous les domaines de jeu, Dijon prend l'eau et n'est pas capable de relever la tête dès qu'ils se sont en danger. D'ailleurs, il me semble, oui, c'est officiel, Benjamin Janot a signé pour Caen, en provenance de Dijon, un contrat de 4 ans. Bon, puis il va falloir que les recrues qui arrivent du côté de Dijon soient performantes tout de suite. C'est exact. Après, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience dans des premières divisions, hormis Mathéus Pereira qui est quand même un peu plus expérimenté que les autres. Après, Mavididi a quand même joué en 2e division anglaise avec un minimum de jeu physique qui peut déjà être apporté pour l'équipe, mais attention à cette jeunesse qui peut se montrer dangereuse. Du côté d'Angers, c'est Anthony Bobichon qui a signé hier ou avant-hier en provenance du Nîmes Olympique pour 1,5 million d'euros. Et, c'est une bonne recrue. Hein. C'est une bonne recrue parce qu'il est assez polyvalent et a le même profil que Thomas Mangani au milieu, donc ça peut être très intéressant. Et des fois, je me demande, est-ce que ce serait pas le Sconim olympique avec ces 3 recrues, je crois 3 recrues du Nîmes Olympique qui sont cette année signés à Angers, Rachid Alioui, il y a Sadat Choub et du coup Anthony Bobichon. Il est malin, Stéphane Moulin surtout. Il a toujours réussi à trouver de bons joueurs, il fait du très bon travail, et puis là Angers est 4e. On va dire que la claque pris à Lyon lors de la première journée a été salutaire. Depuis, les joueurs ne font que gagner. Mais en tout cas, voilà, c'est un entraîneur que j'ai déjà dit que j'appréciais vraiment son travail, et je suis content qu'il soit dans les premières positions. Après, bien évidemment, il faudra que ça dure une saison, c'est très très long. Mais en tous les cas, c'est bien de prendre des points déjà d'entrée. Après, on peut avoir une saison un petit peu plus tranquille. Et justement, tu parlais de Nîmes, la transition est toute faite. On va direction le stade d'Écossière où il y a eu des beaux buts. Il y en a eu 3. Ferrat qui marque dès la 2e minute de jeu. Bon, là, il ne fallait pas être en retard ou rester un petit peu trop longtemps à la buvette.
On a aussi Valls qui marque 33e et puis Kevin Denke 90e. Je crois que c'est le but à la 90e, le retourné, si je ne me trompe pas. Donc c'est il y a 2 buts qui sont magnifiques. Et en plus, Kevin Denke, 2 ballons touchés, 2 buts. Bah c'est ça, 100% de réalisme. C'est ce qu'il faut. En plus, il sortait de quelques belles prestations quand il était du côté de Béziers l'année dernière. Donc ça peut que le mettre en confiance et pourquoi pas tenter de glaner de plus en plus de temps de jeu pour Nîmes. C'est vrai que c'était un beau match à voir. Il y avait du jeu de part et d'autre et surtout de très beaux buts. Eh bien, on va écouter tout de suite les réactions après les beaux buts. La réaction d'Anthony Briançon. Forcément, pour lui, elle fait vraiment beaucoup de bien cette victoire. Et Olivier Dalloglio du côté de Brest, forcément, quand on prend un but au bout d'1 minute 30, c'est compliqué de faire quelque chose dans une rencontre. Ouais, ça fait du bien de renouer avec la victoire. Ça faisait un moment, on avait perdu un petit peu ce goût et ce plaisir. Là, on a vu la joie dans le vestiaire, c'est important pour le groupe, pour souder ce groupe qui est nouveau, qui est en train de se construire. C'était important de gagner aujourd'hui et de faire une belle prestation. On a vu un système qui fonctionnait bien aussi, un 4-4-2 qui a pris la place du 4-3-3 ou du 4-5-1. En tout cas, on a vraiment vu une attaque, on a vu des milieux tout était cohérent aujourd'hui. Quand vous êtes repassé avec un attaquant de pointe, un petit peu moins d'occasion, mais finalement ce système, il a l'air de bien fonctionner. Oui, bien sûr, c'est ce qui a fait notre force pendant des années. C'est un système qu'on maîtrise. On a la chance aussi d'avoir les joueurs pour pouvoir passer en 4-3-3 quand on est un peu moins bien, comme on l'a été en deuxième mi-temps. Je trouve qu'on a fait une très grosse première mi-temps. On les a un petit peu acculés dans leur camp et on mérite de rentrer à la mi-temps avec un score un peu plus costaud. Mais on a su rester solide défensivement en deuxième mi-temps, même si on a subi un petit peu, il fait chaud. Il fait très chaud, c'est dur avec le souffle, c'est pas évident. Mais voilà, aujourd'hui, il faut retenir la victoire, les 3 points et la trêve qui va nous faire du bien pour se ressourcer un petit peu en famille. Coach, c'était un petit peu compliqué ce soir face à cette équipe de Nîmes. La première période notamment, qui a été très difficile. Très compliqué, oui, effectivement. On n'est pas du tout rentré correctement dans ce match. J'allais dire un petit peu comme d'habitude, parce qu'on a pris des mauvaises habitudes et d'avoir une certaine timidité quand on a le ballon en début de match et puis après de ne pas gagner nos duels. Donc jusqu'à présent ça s'était pas trop vu, on avait rectifié le tir assez rapidement. Là ça a été flagrant, au bout d'1 minute et demie on avait déjà un au fond. Les contextes un petit peu comme ce soir où il y a de l'ambiance qui devrait nous galvaniser, chez certains ça fait l'effet inverse et en fait on joue plus, on se contente de défendre plus ou moins bien. Là c'était très mal. Mais effectivement, pour se maintenir, il faudra beaucoup plus que ça. Il faudra plus que ça pour Olivier Dalloglio pour se maintenir. C'était ses derniers mots. On va maintenant s'intéresser aux autres rencontres qui avaient lieu notamment ce dimanche. Avec tout d'abord à 15h Reims qui recevait Lille. Un beau match, mais surtout une défaite lilloise, un penalty transformé par Doumbia à la 73e minute de jeu. Et ensuite Nkada 90e qui parachève le succès justement des Rémois. Bon, finalement, Lille a un peu de mal en ce début de saison. On va écouter tout de suite les réactions de David Guillon, mon équipe a respecté les règles que je lui avais demandées. Et Christophe Galtier, vous allez voir, il parle de Renato Sanchez, parce que c'est le milieu portugais qui vient d'arriver du Bayern de Munich. C'est une des dernières recrues du côté de Lille, et franchement une superbe recrue, car c'est un joueur que j'ai déjà vu évoluer. Et franchement, c'est vraiment une bonne pioche, mais il faut aussi qu'il arrive au niveau. On va les écouter. On va écouter en tous les cas les 2 entraîneurs. Oui, je pense que c'est une vérité, parce qu'on a bien maîtrisé ce match, on a bien maîtrisé cette équipe lilloise. On l'a empêché de jouer son jeu quand on connaît la qualité de ses joueurs et surtout son potentiel offensif. Et on s'aperçoit que sur le match, ils n'ont qu'une seule occasion à la 75e minute. Donc d'un point de vue défensif, c'est clair que j'ai trouvé que mon équipe elle avait parfaitement respecté le plan de jeu. Et puis après, je trouve que voilà, on avait décidé de les mettre sous pression et on voulait faire provoquer leur faute. On voulait les mettre à la mi-temps. L'idée c'était de continuer
à mettre cette intensité-là, de continuer à mettre du jeu vers l'avant, de continuer à les provoquer dans les duels, dans l'intensité. Et puis voilà, ce qui devait arriver arriva, parce que je trouve que c'est tout à fait logique qu'on puisse ouvrir le score. Et voilà, mon équipe a fait preuve de beaucoup d'engagement, beaucoup de lucidité aussi, et puis aussi de persévérance, parce qu'il a fallu faire craquer cette équipe lilloise, tout en gardant sa discipline, parce que quand on connaît la qualité de leurs joueurs, il faut rester discipliné. Et c'est ce qu'on a vraiment très bien fait cet après-midi. Par rapport à la semaine de travail et dans ce que je voulais dans le match, j'ai estimé que c'était la meilleure association. Et j'ai pas mis Renato sur le terrain pour voir quel type de joueur il allait être et pour le préparer pour les matchs qui arrivent. Donc c'était un choix délibéré et comme ça par rapport à ce que j'ai vu dans la semaine de travail, ce que j'attendais dans le match. Je l'ai trouvé bien en jambes, j'ai vu dans ce que j'ai vu en match beaucoup de qualité technique. Il n'a pas pu s'exprimer pour casser les lignes comme j'aurais aimé qu'il puisse casser les lignes, c'est parce que c'est un de ses points forts. Mais il était toujours en mouvement et en action pour jouer. Et ça, c'est... Et bien, en tout cas, on verra dans les semaines à venir ce que fait Renato Sanchez. On part direction Strasbourg. On va voir comment justement cette équipe... Non, on va voir Rennes avant, pardon. Rennes. On passe carrément, on fait est-ouest, ouest-est. On va regarder du côté de Rennes qui a accueilli une équipe de Nice qui marche bien en ce moment. Eh bien oui, elle marche même très bien, cette équipe de Nice. Elle s'est imposée du côté de Rennes, malgré le but contre ce camp de Loris, 25e. Rennes mène 1-0, mais ensuite c'est Cyprien sur penalty à la 63e minute de jeu et Colli à la 90e qui offre la victoire à cette équipe de Nice. Une équipe de Nice diminuée également. Elle a aussi reçu le renfort d'Adam Ounas, le joueur du Napoli, je ne me trompe pas, formé du côté des Girondins de Bordeaux. Et puis les Niçois s'imposent dans cette rencontre. On va écouter justement la réaction de Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes, qui lui revient justement sur la dernière demi-heure où son équipe n'a pas joué. Et on va écouter justement Adam, je ne sais pas si c'est Adam ou Adam, je crois que c'est Adam. Hein. Ouais, c'est Adam. C'est Adam Ounas, ce qui me semblait, j'étais resté là-dessus. La pression, on lui parle de la pression que son entraîneur lui a mis, parce qu'il a fait, Patrick Vieira a vanté les mérites d'Adam Ounas, et il dit simplement, je vais donner le meilleur. Tout n'a pas été de notre côté, mais on a réussi à faire tourner la roue en notre faveur, je dirais. Donc c'est plutôt une bonne chose. Non, là je vous ai mis Strasbourg, mais je crois que je sais pas si j'ai Rennes. On va regarder, je sais pas, Rennes s'est caché. Alors Rennes c'est là, allez on y va. Oui, on a eu deux périodes bien distinctes. Une première mi-temps intéressante dans le dynamisme, dans l'intensité, dans la production collective. Début de deuxième qui est resté correct, et puis il y a eu le tournant du match avec ce penalty où après cette égalisation on a complètement déjoué. On est sorti du match, on a manqué d'intensité, on a manqué d'énergie, on a été battu dans les duels, on était lent dans les transmissions, on n'a pas réussi à enchaîner sur le plan collectif et on a laissé de l'espoir à cette équipe niçoise qui a cru et qui a marqué ce but dans les arrêts de jeu. La titularisation de Sébastien, c'était une volonté de répondre à la supposée fébrilité de la défense centrale niçoise qui était jeune et inexpérimentée, ou c'était une volonté tactique de votre part? Je voulais mettre du poids, un petit peu plus de poids devant, un deuxième attaquant à côté d'Mbaye, parce qu'on souhaitait centrer sur ce match-là, on souhaitait mettre cette défense centrale aussi en difficulté avec un deuxième joueur. On a par moments réussi à le faire, notamment en première mi-temps, mais voilà, encore une fois, cette dernière demi-heure est insuffisante. C'est pour nous une bonne piqûre de rappel. Ça nous montre que lorsqu'on n'est pas à 100%, on devient une équipe très moyenne, et on a fait une dernière demi-heure bien trop insuffisante pour pouvoir espérer quelque chose de mieux aujourd'hui. Oui, on a fait preuve de caractère, on a été mené au score rapidement. Après le deuxième mi-temps, tout le monde a su relever la tête et on n'a pas lâché, et on a été arraché cette victoire à la fin. Et félicitations à tout le groupe parce que c'est un groupe très jeune, il manquait beaucoup de joueurs aussi. Et on a su faire preuve de mental, de tout ce que vous voulez, mais on a été arraché cette victoire et c'était le plus important ce soir. Oui, parce que je savais avant de venir ici, j'avais regardé un peu Nice l'année dernière, c'est un très bon groupe, c'est une bonne équipe. Je suis venu ici, j'ai fait ce choix-là parce que j'ai vu que ça jouait aussi au ballon.
Et c'est ce qui m'a fait venir ici d'ailleurs. Je parlais avec le coach et je vais essayer d'apporter mon plus à cette équipe et pourquoi pas aller viser le plus loin possible au classement. Il vous a mis une pression de dingue en conférence de presse, le coach. Il n'a pas arrêté de dire que vous étiez génial, fantastique, que vous alliez apporter énormément à ce club. C'est une grosse pression quand même, venant d'un entraîneur comme Patrick Vieira. Oui, c'est un grand joueur, tout le monde le sait. Après, une pression positive, je pense, parce qu'on a déjà parlé nous deux, il le sait. Et pas de souci, moi je suis venu ici pour donner le maximum de moi et j'espère que on va réussir cette année. Bon, on espère en tout cas pour Adam Ounas et pour cette équipe de Nice. Direction, tu voulais dire un petit mot, Arthur ? Oui, puisqu'il y a eu quelques transferts qui ont été effectués. Puis, par exemple, à Nice, il y a eu le jeune Boudaoui, qui a été la révélation de la CAN 2019 avec l'Algérie, qui vient de s'engager pour 4 millions d'euros en provenance d'Alger pour Nice. Et normalement, il devrait avoir encore une arrivée du côté de la Côte d'Azur, après Casper Dolberg et Adam Ounas ces derniers jours, et Alexis Claude Maurice en provenance de Lorient pour 13 millions d'euros. Ils ont de l'argent maintenant à Nice. C'est surtout qu'avec Jim Ratcliffe, ils ont de l'argent. Ils ont vendu suffisamment ces dernières années pour avoir de la maille de côté. Et puis, avec l'embargo qu'ils ont eu à cause du rachat qui a été gelé par les instances, surtout l'autorité de la concurrence, ils ont maintenant les moyens financiers pour pouvoir se permettre de recruter des joueurs d'un standing très élevé. Eh bien, ça sera toujours une plus-value pour le championnat d'avoir plein d'équipes qui peuvent aussi rivaliser avec le Paris Saint-Germain, les équipes comme Lyon. Et puis, on espère voir Marseille aussi au meilleur niveau. Il faut des locomotives dans ce championnat. Et puis, le retour de Jean-Pierre River à la présidence du club ne peut être que bénéfique parce que depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice, c'est un club qui s'est révolutionné, qui a toujours trusté le haut du tableau, hormis une ou deux saisons où le maintien a été joué. Mais c'était une équipe qui était plaisante et avec une très bonne gestion. Eh bien, on suivra ça, cette équipe de Nice cette saison, en tout cas, qui fait un très bon début de championnat. On va à direction Strasbourg pour voir comment les Strasbourgeois ont digéré l'élimination en Europa League avec justement ce match et surtout ce but d'Islam Slimani. Mais ça, c'est pour Monaco dès la 11e minute de jeu. Et ensuite, 39e minute de jeu, c'est Kenny Lala qui égalise pour Strasbourg sur penalty. Ensuite, une minute plus tard, c'est Islam Slimani, le nouvel arrivant du côté de Monaco, qui signe un doublé. Et ensuite, Thomasson, en fin de partie, à la 84e minute de jeu, sur une belle remise de la tête, mais un plat du pied sécurité, comme on dit, et ça fait mouche. Et surtout, ça permet à Strasbourg de prendre un point et de ne pas trop couler, justement, Après, il faut savoir que cette équipe de Strasbourg a repris depuis le mois de juillet, donc forcément, à un moment donné, il y a aussi la fatigue qui rentre en ligne de compte. Et on écoute justement Thierry Lauré qui simplement dit on a eu trop de déchets dans cette partie. Et on va écouter aussi l'entraîneur monégasque, Leonardo Jardim. Il dit en fait, le responsable, c'est moi. De toute façon, c'est toujours l'entraîneur le responsable. Tout n'a pas été de notre côté, mais on a réussi à faire tourner la roue en notre faveur, je dirais. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Sur ces derniers matchs, on avait l'impression d'être un peu poissard. Mais voilà, on a arraché un point. Je pense que c'est un point qui est largement mérité. Mais ça reste un point, donc on aurait aimé en prendre 3, mais on va dire que on va se contenter d'un point déjà au vu de la physionomie du match. Vous pensez que c'est eux qui maniaient bien le ballon, ou est-ce que c'est nous qui avions du mal à le manier ? Enfin, le manier, c'est pas tout à fait le mot, mais bon, à l'utiliser, on va dire, voilà. Il y avait trop de déchets dans notre jeu, mais même pas à cause des Monégasques. Faut être honnête. Il y a eu des pertes de balles qui n'avaient absolument pas lieu d'être et qui nous ont plombé, quoi. Voilà. Je veux rien enlever aux Monégasques, loin de là, mais sur la première période, il y a eu des pertes de balles qui correspondaient pas du tout à ce que le jeu réclamait, quoi. Si encore Monaco nous avait vraiment pressé dans tous les sens, dans tous les coins du terrain pour nous asphyxier, mais c'était pas le cas, quoi. Moi, je compte avec tous les joueurs, pas seulement Slimani. Ben aussi fait un gros match, aussi Golovin, Gildi, la ligne défensive aussi. Je pense que nous avons un groupe qui sait travailler, sait faire les choses, et de match par match et agrandir. Bien sûr que la réalité est que nous sommes seulement avec 2 points.
C'est une situation difficile, mais le joueur n'est pas responsable de ça. Le responsable, c'est moi, n'est pas les joueurs, parce que les joueurs essaient de donner le maximum de jeu. Pourquoi c'est vous le responsable particulièrement, Leonardo? Parce que je suis l'entraîneur et c'est toujours comme ça. C'est une bonne réponse. Merci beaucoup. Oui, c'est une bonne réponse. C'est souvent l'entraîneur qui paie les pots cassés. Avec Falcao qui est parti du côté de Galatasaray. Mais je pense que du côté de l'attaque, si Ben Yedder et puis Slimani marchent bien, il devrait combler ce départ du côté de Falcao. Pas de nouvelles choses du côté du mercato, Arthur. Eh ben écoute, si tu fais la transition avec Marseille, il y aura peut-être quelque chose à dire. Oui, on va faire la transition avec l'Olympique de Marseille qui recevait l'AS Saint-Étienne. Un seul but dans cette rencontre, il est l'œuvre de Dario Benedetto, son deuxième but en 2 matchs. J'avais dit que c'était un buteur, cet attaquant. En tout cas, il a mis un but. Il était bien placé, il était là où il fallait. Et à 33e minute de jeu, et ça suffit aux Marseillais. Avec justement aussi une grosse faute sur un joueur de Saint-Étienne qui est reparti avec la cheville, avec une belle bosse sur la cheville. Mais en tout cas, les Marseillais s'imposent 1-0. Ça va sans doute leur faire du bien. Et on va justement regarder les réactions avec tout d'abord celle d'André Villas-Boas. Lui, il est satisfait, surtout qu'il y a un joueur important qui va revenir, c'est Florian Thauvin. Et on va écouter aussi du côté de Saint-Étienne, Johan Cabaye, qui lui dit oui, on a perdu, c'est sûr, mais on a déjà joué 3 fois sur 4 à l'extérieur. Et aujourd'hui, un peu de choses se passent autour de nous qui sont très importantes pour cette équipe. Le mercato va finalement finir demain. Ça va donner un peu de tranquillité à tout le monde. 2, on a le retour finalement d'un joueur très important pour nous. Qui va donner une autre dimension à cette équipe, qui est Florian Thauvin. 3, on a des déplacements du match contre Nice qui a duré seulement 3 jours, le même jour qu'à Saint-Étienne. Mais oui, ça a été intense pour nous de préparer un derby. N'est pas idéal, mais pas d'excuse. Et 4, oui, on a finalement construit cette 4-3-3 un peu autour de Luis qui fait que tout sera bien demain. Va faire son départ de l'OM et ça veut dire que dans les prochaines 2 semaines, on doit chercher un système alternatif pour cette équipe. Mais Kevin a fait très bien. Il monte aussi en confiance dans cette poste sentinelle. Mais oui, un jour important pour nous, on a gagné un derby, on monte sur le classement, ça va donner beaucoup de confiance. Et ce type de victoire où on doit travailler très très dur pour obtenir, je pense que peut donner cette groupe. En retard, je ne sais pas, en tout cas, je pense que on est à mon avis la seule équipe à avoir joué 3 fois à l'extérieur sur 4 matchs, et notamment Lille et Marseille. Voilà, donc, il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l'équipe, il y a des états de forme physiques vraiment très différents. Donc après, il faut travailler. Là, on a 15 jours devant nous pour pouvoir préparer la venue de Toulouse, qui sera très importante pour nous, avant un mois de septembre très chargé. Donc il y a beaucoup de qualité dans l'équipe. Maintenant, il faut bien travailler ensemble et le retranscrire sur le terrain. Bien travailler ensemble et forcément après quand on bosse bien à l'entraînement, généralement sur le terrain ça va un petit peu mieux. Oui Arthur, tu avais une info sur Marseille il me semble? Il me semble oui, exactement parce que Luis Gustavo vient d'officialiser son transfert vers le Fenerbahçe. Donc l'Olympique de Marseille va se retrouver sans son infatigable milieu de terrain défensif. Et du côté de Saint-Étienne, on n'en sait plus sur la blessure de Sergi Palencia qui sera absent 6 semaines. Donc manquera le derby rhodanien face à l'OL et le premier match d'Europa League face à la Gantoise. Oui, il avait une belle boule sur la cheville, c'était assez. Et on se demande pourquoi il n'y a pas eu de carton rouge. On se demande parce que franchement là il aurait été largement mérité. Bon après il y a eu un but de Mpokora et puis c'est le principal. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a Louis, tu en parlais justement de Luis Gustavo qui va signer du côté du Fenerbahçe et il va rejoindre un certain Mevlut Erding qui lui s'est engagé aussi avec le Fenerbahçe pour 2 saisons si je ne me trompe pas. C'est exact, 2 saisons plus une en option, il était en fin de contrat du côté d'un autre club turc, je ne sais plus lequel il est exactement. Je sais pas, c'est pas Alanyaspor ou Antalyaspor. Antalyaspor, ouais, ou le Yeniz, je ne sais plus. Et
il va rejoindre une équipe d'un plus haut standing. Bon, ça finit par sport, hein, en Turquie, c'est souvent comme ça. Oui, puisque c'est l'adage local pour dire football club. Mais normalement, il va rejoindre une équipe avec un niveau beaucoup plus haut, qui est le Fenerbahçe, qui d'ailleurs a perdu un cadre de l'effectif, puisque Simon Kjaer a été prêté avec option d'achat à l'Antalata Bergame. Eh bien, on va justement récapituler, enfin pas tous les scores, mais justement le classement avec 4 équipes qui sont en tête avec 9 points. Donc en tête, le Paris Saint-Germain, suivi de Rennes, Nice et Angers. Ensuite, on retrouve Lyon, Reims, Nantes, Marseille, Toulouse avec 7 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e Amiens, 3 points, 19e Monaco, 2 points. Et Dijon 20e avec 0 points. Aucun match gagné. Du côté des classements des buteurs, Osimhen le Lillois avec 4 buts, suivi de Memphis Depay 4 buts. Dembélé avec 3 buts également. Et je vais vous donner le programme de la 5e journée avec ce vendredi 13 septembre, c'est dans 15 jours. Lille-Angers à 19h, Amiens-Lyon 20h45. Ensuite, on retrouvera justement à 17h30 PSG à Strasbourg. À 20h, Montpellier-Nice, Bordeaux-Metz, Brest-Rennes, Dijon-Nîmes. Dimanche 15 septembre, 5e journée, poursuite et fin de cette 5e journée avec Nantes-Reims à 15h, à 17h Saint-Étienne-Toulouse et Monaco-Marseille à partir de 21h. Eh bien, on va refermer cette page Ligue 1, pardon. Et moi, je vous propose d'ouvrir un petit peu la page Ligue 1.